Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote. La nuit, ils arpentent les rues de Gotham Série. On les appelle les Batman et Robin du podcast. C'est bien sûr Mathias et Pierre. Salut les gars. Salut Jérémy, salut Pierre. Eh bien, bonjour. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, cette introduction n'est pas anodine si je parle ainsi de Cap et de Collant, c'est parce qu'on va parler de super-héros encore une fois. Alors aujourd'hui, pas de DC, pas de Marvel, on va parler de la nouvelle série super-héroïque de Netflix, Jupiter's Legacy. Alors avant de rentrer vraiment dans le détail de Jupiter's Legacy, vous parlez un petit peu quand même du comics duquel c'est adapté. Donc c'est un comics de Mark Millar. Donc Mark Millar, vous le connaissez peut-être pas si vous lisiez pas de comics. Par contre, vous avez sûrement entendu parler des adaptations de ses œuvres en film. Donc Wanted avec Angelina Jolie, Kick-Ass bien évidemment, Kick-Ass qui a cartonné, et également Kingsman. Espèce de relecture de James Bond qui plaît beaucoup à Marcus, grand ami de notre Mathias favori. Donc voilà, Mark Millar, donc c'est un scénariste anglais de comics, de comic book, et qui a commencé chez DC, non chez 2000 AD même je crois au départ en Angleterre, ensuite chez DC, chez Marvel, il avait cartonné avec les séries Ultimate X-Men puis Ultimate. Enfin bon, au fur et à mesure, il a lancé sa propre maison d'édition qui s'appelle Millar World, et qui a été racheté par Netflix en 2017, et du coup, en fait, tout ce qui est appartient à Millar World et les nouvelles créations, une grosse partie vont être adaptées par Netflix en série télé ou en animation. On n'a pas encore les infos pour tout, mais voilà. Donc Netflix possède Millar World et donc toutes les histoires créées au sein de cette société. Donc Jupiter's Legacy, c'est un comics qui date de 2016. On va pas rentrer dans trop parler du comics là, on va vraiment se concentrer sur la série, et surtout qu'on a un épisode un peu exceptionnel aujourd'hui. On est assez content, on a eu la chance d'interviewer une partie du casting, donc vous allez pouvoir retrouver quelques interviews des acteurs dans cet épisode. On tient à remercier du coup Netflix ainsi que la chaîne Game One, grâce à qui ces interviews ont pu avoir lieu, donc un grand merci à eux. On vous prévient d'avance, ces interviews seront intégralement en anglais. Comme vous savez, nous on fait ça sur notre temps libre, donc c'est vraiment beaucoup trop de temps et de moyens à demander si on devait tout redoubler par-dessus et traduire. Donc voilà, on s'en excuse, ce sera réservé aux gens qui parlent couramment l'anglais. Donc voilà, après si vous sentez l'envie de les traduire et de mettre les traductions françaises en commentaire, n'hésitez pas, ça nous fera grand plaisir. Donc voilà, on vous dit pas encore qui interviendra pour le moment dans l'épisode, même si de toute façon ce sera dans le post Twitter, donc je sais pas pourquoi je fais durer le suspense. En tout cas, on retourne aux traditions habituelles. Pierre, peux-tu nous lire le résumé de Jupiter's Legacy, s'il te plaît ? Je peux. Alors, Jupiter Legacy. Je prends ma plus belle voix que je n'ai pas. Ils font partie de la première génération de super-héros, mais alors qu'ils passent le relais à leurs enfants, la tension monte et les règles d'antan sont oubliées. Voilà un résumé succinct pour un pilote qui l'est aussi un peu, on va dire. Alors, toi, tu as lu le comics, Pierre ? Alors, en toute honnêteté, j'ai lu le premier single, donc j'ai lu les deux premiers singles. Alors, j'avais acheté single, on précise juste pour ceux qui seraient pas c'est 30 pages en fait. Voilà, single, c'est vraiment c'est le format originaux de parution. Aux États-Unis. Qui sont en général aux États-Unis. Et, en France, on les peut trouver à Paris en tout cas, on peut les trouver dans les comic shops. Et du coup, le single, c'est plutôt un numéro assez court, qui fait entre quand l'éditeur est pas généreux, c'est 20 pages. Quand c'est généreux, c'est 30 ou 40 pages. C'est une sorte de mini-chapitre qui en général est très codifié, c'est-à-dire là une intro, donc il faut que c'est une mise en situation avec un petit cliffhanger à la fin. Voilà. J'avais pas trouvé le Jupiter Legacy exceptionnel, sur le papier en tout cas. Donc là, je me suis pas jeté sur le pilote quand c'est sorti, parce que voilà, c'était pas mon... En fait, je crois que j'en ai un peu marre des adaptations de super-héros. Parce qu'au final, ça en fait beaucoup là depuis quelques années. On en parlera un peu plus en détail après. Toi, exactement. Du coup, Mathias, on sait que tu n'as pas non plus d'appétence particulière pour les super-héros. J'imagine que tu ne connaissais pas ni le comics,
ni la série avant le podcast. Voilà, c'est ça, exactement. Comme Robin, je suis vierge. Je suis vierge de cette série-là, de ces héros-là, de ce lore-là. Je suis vierge de tout. Je ne connaissais pas et j'ai regardé ça avec attention, mais on reparlera un peu plus en détail. Je vous donnerai Après, mon avis un peu plus peut-être tard. On va... peut-être donner un peu plus d'histoire. Donc, en Ouais, fait, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? alors, qu'est-ce qui se passe? On a donc, c'est une série qui est portée par, excusez-moi, par Josh Duhamel, donc un acteur qu'on a pu voir dans pas mal de choses au Las final. Vegas, tous les dimanches après-midi sur TF1 après Monk ou avant Monk. Voilà, je vois qu'on n'a pas la même référence. Moi, j'aurais dit Transformers pour citer un truc tout aussi extraordinaire. Donc, notre ami Josh Duhamel joue Utopian, donc clairement une sorte de Superman un peu revisité. Et dans le pilote, on découvre un peu toute la famille autour de ce personnage de père de famille assez droit dans ses bottes, on va dire. Donc, sa femme, qui est jouée par Leslie Bibb, qui joue Lady Liberty, je crois. Et après, on a ces deux enfants, donc ces deux enfants qui sont Paragon, je crois, qui est son fils, du coup, qui a un peu du mal à tenir les standards de qualité que son père voudrait le voir tenir. Sa fille, qui est un peu devenue une star, on va dire, quoi, une sorte de top modèle, qui semble avoir des petits soucis de drogue et une vie un peu compliquée, qui est donc son prénom est Chloé, qui est jouée par Elena Kampouris. Et on nous présente aussi son frère, donc qui s'appelle donc dans le nom de héros est Brainwave. On sait pas trop. Au début, on ne connaît pas trop ses capacités, et du coup, c'est son frère. Et en parallèle de la présentation dans l'époque moderne, on nous présente aussi les personnages à l'époque dans l'année 1929. Donc au moins ils sont jeunes, ils n'ont pas encore de pouvoir. Et on les découvre donc au moment on voit que c'est Crash boursier. Au moment du crash boursier, exactement. Et voilà, et du coup, on ne sait pas encore comment ils ont obtenu le pouvoir. Dans le pilote, en tout cas, ce n'est pas révélé. Voilà, et donc l'épisode, quoi, on va dire que ça présente 2-3 bases sur les rapports entre tous ces personnages. Bah, et tu tout ça sais quoi, je propose que tu l'introduises assez bien. Je propose qu'on laisse Qu'on peut-être parle la de- parole à Josh Duhamel. Mais Ça me semble non, être une- il va venir aujourd'hui Mais dans le podcast. Écoute, il est dans le podcast et Incroyable. je crois que Alors, qui pourrait mieux nous présenter Utopian que lui en fait. Et exactement. spoiler, il y a peut-être un caméo de son vrai fils. J'en dis pas plus. Sheldon Sampson is he's a guy. Axel, come here for a second. Come here for a second. I want you to tell Jeremy who Sheldon Sampson is. The Utopian. What? What did you think of the Utopian's outfit when you first saw it? It was too white. I talked to him about when he first saw my outfit, and I said, "What do you think?" And he was like blown away that I was in this superhero costume. And they said, "You know what? It's too white." And I told the producers that, and they said, "You know what? He's right." And they actually changed it up a little bit and added some gray to break up the white a little bit. So he'll always have that. He was able to affect change on my superhero costume. But who is Sheldon Sampson? He's a guy who starts off this show as a young man with a lot of ambition, who's doesn't really have a care in the world, but is very ambitious. And then after the death of his father, sort of goes into this crazy spiral and starts having these crazy visions, which lead them to this place that ultimately gives them these powers. And who he is back then and who he is now 90 years later are two very different people, because you see the effects that these powers have had on him and the responsibility and that world-weary sort of look that he now has, and the regrets that come with that. And with that great responsibility also becomes, an inability to connect with your kids, maybe because of all that stuff that he's had to do. He's now dealing with the consequences of that, and that's trying to reconnect with his children. It was one of the best times I've ever had as an actor, because it was really challenging. I mean, not only am I playing a guy in his 30s and then a guy who's literally 120 years old, and how those two, that same person sees the world so differently in those two different time periods. It was a challenge because I really loved playing the period stuff, because I loved when he loses his mind, he starts having these crazy visions and it goes to this weird, twisted, dark places. That to me was so much fun to play.
I got an opportunity to do things that I haven't been able to do as an actor, and I'm forever grateful to Stephen Knight and Netflix for giving me the chance to do it. Alors écoute, je pense qu'il présente plutôt bien le Oui, truc. du très bon travail de Joe Duhamel pour présenter cette série. Même s'il spoil, il spoil bah, un petit peu quand même. Il spoil un petit peu. C'est vrai que du coup, on va oui, peut-être être mais amené bon. un petit peu à parler on va lui via les pardonner, interviews. On va puisque- peut-être devoir aller un petit peu plus loin que le pilote parfois. Vous nous en excuserez. En fait, on peut rebondir sur à peu près ce que nous dit notre l'ami Josh, c'est-à-dire que le showrunner et le réalisateur du premier épisode est Stephen S. DeKnight, qui a fait quand même pas mal de choses pour la télévision américaine. On le retrouve notamment derrière la série Spartacus, qui était quand même un drôle de bordel. En fait, Stephen DeKnight, il vient de l'école de Whedon, parce qu'il il a fait pas mal de choses sur Buffy puis sur Angel. Il a travaillé aussi sur Smallville, sur Dollhouse, donc encore l'écurie Whedon. Et on l'avait retrouvé aussi dans les super-héros, parce qu'il était derrière, en tant que showrunner cette fois-ci, derrière Daredevil, la série de Netflix d'il y a quelques années, de 6 ans, 7 ans. Ouais, ça date un peu maintenant. Voilà, donc il avait fait Daredevil, qui avait été une série que moi j'avais beaucoup apprécié le tout début. Après, qui avait quand même, je trouve, avait connu vraiment des hauts et des bas. Mais bon, on Ouais, va mais pas c'était revenir quand sur même cette pour le coup à l'époque, Daredevil avait vraiment apporté un vrai vent de fraîcheur dans tout ce qui était justement super-héros à la télé, où on avait enfin quelque chose de mature. approche mature, C'est vrai ouais, que tu nous exactement. parlais de Smallville, effectivement. Moi, j'ai beaucoup regardé Smallville. J'ai regardé les 10 saisons de Smallville sur Euronet, j'ai tout vu. Et effectivement, quand tu passes de Smallville à Daredevil, forcément, il y a un gap. Et c'est vrai que notamment la saison 1, la première partie de la saison 1, toute la saison 2, toute la première partie de saison, tous les épisodes avec le Punisher, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très bon à l'époque et on était très content d'ailleurs d'avoir Pierre comme moi en tant que fan et lecteur de Marvel, on était très content de voir ça. Mathias, oui. Oui, moi qui connaissais rien absolument aux super-héros, en tout cas vraiment le minimum, à l'époque j'étais encore dans le business et c'est vrai que Daredevil, j'avais fait des interviews de Stephen DeKnight et comment il s'appelle le comédien principal Charlie Cox. Cox. Pardon. Et j'avais vraiment pris une vraie claque parce que à la fois c'était très mature dans la façon de raconter les histoires, c'était très léché et il y avait une vraie volonté de faire du cinéma. Je me souviens d'un espèce de plan séquence assez délirant où Charlie Cox se bastonne, il y a un couloir, des pièces. Enfin, c'était très dans l'esprit les C'était films très Old Boy en tout cas. Ouais, cette c'est scène, ça. je me rappelle qu'on l'avait beaucoup Exactement. comparé à Old Boy à l'époque. Très kung-fu, enfin voilà, c'était super impressionnant. Donc voilà, pour moi c'était plutôt cool de retrouver ce mec-là aux commandes de Jupiter's Legacy. Et on pourra noter aussi que Stephen S. DeKnight a réalisé la suite de Pacific Rim. Donc c'est le seul film pour l'instant de cinéma qui était Pacific Rim Uprising, que personnellement je préfère oublier, mais bon après on peut pas toujours tout réussir En dans même temps, la c'est vie. difficile de passer après Pacific Rim 1, Guillermo Pacific del Rim Toro 1 étant, et Guillermo del étant Toro. un quoi. génie, voilà. Non mais bon, le pilote, alors très honnêtement, moi j'ai pas trouvé ça formidable. Et en fait, ce qui m'a un peu désarçonné, c'est que je trouve que j'ai l'impression de regarder une série qui n'est pas une série actuelle en fait. C'est une série qui, pour moi, en fait, malheureusement peut-être que parce que maintenant on regarde trop de choses en fait, et malheureusement on a vu par exemple il y a très récemment Invincible. On a beaucoup de choses en fait. On a vu The Boys il y a quelques temps, on a vu des choses comme ça. Et là, je trouve que la série, oui, c'est vrai que l'approche de Millard qu'il a sur ça, qui est peut-être encore une fois de revisiter le côté quel est le rôle du super-héros dans la société, quel est son rapport à la famille, tout ça. Alors, dans le pilote, pour l'instant, c'est assez léger. On voit qu'il a des rapports un peu conflictuels avec son fils. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé de bien nouveau. Quoi. Je trouve qu'il n'a vraiment rien de nouveau à raconter, en fait. Donc, c'est vraiment ça qui m'a... Le premier truc, c'est que j'ai vraiment eu l'impression de regarder quelque chose. D'un côté, dans le scénario qui a été un peu, peut-être, déjà vu, voire daté. En termes de réalisation, c'est en fait, je trouve qu'il n'y a pas... Alors, ils n'ont pas trouvé un truc pour donner vraiment une spécificité. Ne serait-ce que sur le pilote, j'ai rien trouvé. J'ai vu 2 épisodes de Jupiter Legacy. Dans les Ouais. 2, il y a rien qui m'a vraiment, j'ai rien trouvé vraiment d'original et de singulier à ce truc-là, en fait. Ce qui est un peu dommage parce que Je trouve ça vas-y, marrant vas-y. justement que tu parles d'Invincible
d'Invincible, parce que je trouve que les deux pilotes ont des structures vraiment identiques, Mm. où il se passe pas vraiment grand-chose pendant tout le pilote, et tu as une espèce de scène finale où d'un coup tu te retrouves avec de l'ultra-violence, du gore, et c'est marrant parce que Invincible, on en parlait il y a un mois, et vraiment de voir les deux côte à côte, c'est la première chose qui m'a frappé en voyant le pilote de Jupiter's Legacy. J'avais vraiment deux structures semblables. Oui, Mathias? Non, mais je suis exactement d'accord avec toi. J'ai eu exactement le même ressenti. Et alors, sans rentrer dans les détails, moi, j'ai plutôt aimé. J'ai plutôt aimé, mais comme j'avais aimé Invincible, pour les mêmes raisons, en fait, c'est que il y avait beaucoup plus d'humanité que de super-héros, finalement, dans le pilote. C'est-à-dire que c'est plus des problèmes de famille, problèmes familiaux, de relations père-fille, père-fils, que de problèmes de super-héros, et que on rentre vraiment dans le dur, comme tu l'as expliqué, sur la séquence finale, avec un cliffhanger qui est plutôt bien trouvé, où tout d'un coup, ça lève une question intéressante. Et ce qui m'a plu, c'est cette volonté, en fait, de vouloir absolument intégrer l'univers super-héroïque dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y a tout un passage où il explique qu'ils auraient pu intervenir durant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la guerre du Vietnam, et qu'ils l'ont pas fait. Tout ça à cause d'un code, un code de super-héros qui les empêche de tuer les gens, etc. Et finalement, je me dis, bah, c'est pas mal, parce que ça peut poser des questions sur, par exemple, quel est le rôle de la police, sur des choses comme ça qui nous sont très proches, qui nous parlent, qui correspondent à notre vécu, par le prisme des super-héros, qui permet comme ça de ne pas montrer du doigt un corps d'État ou quoi que ce soit, quoi. Et donc, en cela, je trouve ça plutôt intéressant. Écoute, je trouve vous êtes très bon aujourd'hui parce que vous me lancez les transitions, elles sont toutes faites, c'est incroyable. Parce que écoute, c'est exactement ce qu'on a demandé à une partie du cast. C'est vrai que du coup, comme Pierre le disait, on a beaucoup de super-héros de nos jours. Juste dernièrement, on a eu Invincible. Il y a eu le carton The Boys il y a pas longtemps, donc ça c'est juste à la télé. Au cinéma, on va pas en parler. Marvel est partout. D'ici, même si c'est des hauts et des bas, il y a des films de super-héros qui sortent tous les ans. Et du coup, on leur a demandé, voilà, c'est vrai qu'avec tous ces super-héros, on est quand même sur une série qui parle plus de famille avant de parler de super-héros, en fait. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose, voilà, qui les a interpellés, plutôt que de sortir de ce tout super-héros, voilà, plus de parler d'une histoire familiale. Donc là, dans l'interview, vous allez retrouver dans l'ordre donc Josh Duhamel. On aura également Ben Daniels qui joue donc son frère Walter Sampson. Et ensuite, on aura les trois acteurs des enfants, donc Elena Kampouris, Andrew Horton, donc qui joue le fils Brandon, et Ian Quinlan qui joue Hutch. Et donc là, je viens de faire un mini spoil, mais je n'en dirai pas plus. Yeah, that's really the main reason I wanted to do it. I wasn't, pining about doing, putting on a superhero suit and doing all that. I felt like it had been done and my time had passed to do that. But then I read this script and it was just so beautifully written, and it was really a family drama more than anything, because it was about this dysfunctional family of superheroes, and at the core of it is what we all kind of deal with in a weird way. Every family's got these rifts, these conflicts, these struggles, and it's really about how you deal with that and how you evolve. Are you able to listen and learn? And I think that's Sheldon's biggest struggle, is he's got this strict code that he lives by, but he also knows that code is being questioned, not only by the public, but by his own family and his own children. And that stuff, to me, is what makes this show really, really interesting. These people they feel and they bleed and they die like anybody else. And there are consequences to their action. If you go through and blow through a building and crash cars, people probably died. Well, we deal with that kind of stuff. We get to see it. And I think that makes this a relatable show in a lot of ways. I don't really know a lot about superheroes, and I watch the odd. I'm not super lost in that genre. For me, it was the family drama that hooked me in, and it feels to me first and foremost a family drama show. And then these people also fly and they have special powers, and it's sort of like a whole other area that I've certainly not seen before. And then the fact that it's that same family over 100 years is, just a bonus, really. I was very much attracted to the idea of
the fathers and sons in this. I mean, just for myself, that was the immediate thing because I was reading for Hutch. But I also love just the family dynamic as like Lady Liberty and Chloe try to navigate the space too, like their dynamic. I just this idea of these like the identity of who you're told you're supposed to be versus who you want to be, and how you combat that, and like what your family needs from you and what you want to give to yourself. I just found that so compelling and so hard, to navigate. I think that's just that's what I felt like was like a beautiful dynamic to explore with this cast. Yeah. The Samson family, at least, is kind of the equivalent of the royal family, the supers. And what's so interesting to me is like with the show and how it can hopefully resonate with people is like, to me, it doesn't matter how wealthy you are, your status, whether you're the royal family or you're not, there's always going to be family dysfunction. Everybody's going to have baggage. Like that's a universal theme, no matter what side of the globe you're on. And that's stood the test of time. So you've got these perfect superheroes, but they've all got intimate problems that we really delve into in a gritty new way that's quite fresh, I think. So there's a lot of that going on in under this theme, this umbrella of what is a legacy and how do you live up to it or how do you rebel against it. That is quite Shakespearean, brother, maybe I don't always give away, but people, family members turning on family members, fighting, order versus disorder, forbidden love and desire, all these different themes, all Shakespearean, which is a mark of good storytelling. The relationships are real. And that's what I think people are going to connect with. It's human relationships in a superhuman world, and I think that's kind of the takeaway for me, and what makes it so marketable and individual in comparison to what else is out there. When I read Jupiter's Legacy for the first time, it was like that song by Cat Stevens, Father and Son, came to mind. And it's about this father and the son trying to communicate with one another. The father's trying to help him avoid his mistakes, where the son is trying to come into his own. And you see that there's deep love here, but also like deep miscommunication. And they're just like, it's not that they're really fighting, they're really just talking past each other. And at the end of the day, like they're both right and they're both wrong at the same time. And I was like, it would be really cool to see that happen in a myriad of ways in this show. And I think everybody did a great job bringing that to the forefront. Ouais, alors ça, tu vois, je l'ai pas vu venir quand il me sort le parallèle avec la chanson de Cat Stevens pour parler de Jupiter's Legacy et du rapport père-fils. J'ai trouvé ça génial. Comme quoi, le mec, il a été réfléchir son truc. Hein. Mais c'est vrai que c'est... Il faut reconnaître là, quand tu écoutes les interviews, que quand même les Américains, c'est des bêtes, c'est des pros, mais dans le sens le plus pur du terme. C'est-à-dire que là, le type, il est en visioconférence avec toi et quand même, il s'adresse à toi comme si t'étais une chaîne importante. Enfin, on a l'impression d'être son pote, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Attends, mais Jérémy est une chaîne Non, importante. c'est vrai. Je suis d'accord. Mais il y a quand même ce truc Merci, où l'investissement de chacun est entier et je trouve ça génial, en fait. Enfin, voilà. Ouais, après, très honnêtement, je trouve que effectivement, leur discours est plutôt bien rodé. Mais dans les faits, moi, je trouve ce qu'ils racontent sur la famille, qu'est-ce qui est d'original là-dedans, en fait? Genre, en fait, je pense que ce qu'il y a d'original, c'est d'adapter ça aux super-héros. Ce qui était un peu le propos du comics au départ. Vu qu'on lit des comics, toi et moi, ça a été fait 500 000 fois dans les comics, et on l'a déjà lu. Oui, mais pour moi qui connais pas bien les comics, en fait, si tu veux, c'est une façon de m'intéresser et peut-être de m'emmener sur le domaine, tu vois, en douceur. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a plein de séries qui se sentent obligées, à partir du moment où c'est des super-héros, d'en faire des caisses et de rentrer en mettant, regarde, les pouvoirs partout, machin. Et là, c'est pas le cas et c'est plutôt malin et surprenant, mais pour quelqu'un de novice, quoi. En plus, comme tu disais, Mathias, tout à l'heure, quand tu parles du code, je veux dire, Pierre, tu disais, Utopian, c'est un Superman. Le code, c'est la base de tout super-héros. Il y a toujours les débats, Batman tue pas, Batman tue, etc., etc. Il y a un code, lui, il s'inculte. En plus, il y a le côté aussi vieille Amérique. Clairement, voilà, c'est important aussi. C'est des mecs qui ont grandi au début du XXe siècle. Ils ont 100 ans maintenant, donc voilà, ils sont encore très beaux d'ailleurs pour des gens qui ont 100 ans. Mais voilà, c'est aussi, ça permet de contextualiser avec cette époque, cette vision de l'Amérique de l'époque aussi, ou qui était à l'époque, voilà, le rêve américain, le plus grand pays du monde. Voilà, quelque chose qui s'est perdu avec le temps. Et effectivement, la problématique que pose Walter Sampson et qui dit,
j'aurais pu faire plus, on aurait pu faire plus. Mets-toi à la place justement de quelqu'un qui aurait pu changer les choses, empêcher la Seconde Guerre mondiale. On avait un peu la même approche dans Watchmen, où du coup on a l'Uchronie, les super-héros interviennent au Vietnam et les États-Unis gagnent la guerre du Vietnam. Que se serait-il passé si voilà les Américains avaient gagné la guerre du Vietnam grâce aux super-héros? Voilà. Après, je compare pas Watchmen à Jupiter's Legacy. C'est pas du tout le même propos à l'intérieur du comics en tout cas. Moi, ce que j'ai apprécié dans la série, du coup, bah j'ai tout vu. Du coup, j'ai vu toute la saison. J'avais lu les comics également avant. Ce que j'ai beaucoup aimé justement, c'est toute la partie dans le passé, qui pour le coup me posait un peu problème moi dans le comics. Je la trouvais vraiment trop simpliste. Où là, je vais être obligé d'aller un tout petit peu plus loin dans la série, mais voilà, en gros, le personnage de Walter Samson commence à avoir des visions d'une île qui vont l'emmener du coup à aller découvrir cette île et grâce à un groupe d'amis, il va obtenir des pouvoirs. Ils vont obtenir tous des pouvoirs sur cette île. Dans le comics, c'est fait en 3 pages. Et ses copains sont là, ok, il n'y a pas de problème, t'as des visions, écoute, on a tous confiance en toi. On parle quand même d'un truc qui se passe en 1929. On parlait de The Nick dans une précédente émission. En 1929, quand il y avait les gens qui avaient des visions et qui voyaient des îles, on les supportait pas. Ils les emmenaient à l'hôpital psychiatrique. Là, dans le comics, c'est dans la série, je trouve que c'est très bien amené, où tu as une vraie réflexion justement sur un peu il passe pour un fou complet, Walter Samson, quand il commence à avoir ses visions. Et c'est grâce justement à son meilleur ami qui le soutient, Matt Lander, parce qu'en fait, dans le pilote, le père de Walter Samson, pardon, oui, je voulais dire Sheldon. Sheldon a des visions, j'ai pas Walter, je dis n'importe quoi. Et donc son père se suicide devant lui suite au crash boursier parce qu'il perd tout l'argent de leur société. Et donc, en fait, tout le monde pense qu'il fait complètement un nervous breakdown, quoi, et du coup, qui commence à péter un plomb. Et donc, son meilleur ami, qui est George, qui est joué par Matt Lanter, va le suivre, un peu comme on aiderait quelqu'un à passer un mauvais moment. Donc voilà, vraiment, moi, c'est le gros point positif pour moi de la série, c'est vraiment toute cette partie dans le passé où je trouve qu'il y a un vrai apport de la série par rapport aux comics. Alors je sais qu'il y a eu un spin-off aux comics, mais qui s'intéresse plus à la partie de leur début en tant que super-héros. Donc ça, je ne l'ai pas lu malheureusement. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai aimé. Après voilà, je pourrais pas trop rentrer dans le détail de la saison 1 parce que j'ai pas envie non plus de trop spoiler pour les gens. Mais voilà, moi c'est vraiment le point positif que j'ai retenu de cette saison. Ouais, mais Mathias, vas-y. Ouais, non, moi je voulais dire que au-delà de ce que j'ai pu aimer, il y a quand même quelques trucs qui m'ont un peu ralenti dans mon ardeur, dans le sens où les costumes, tout ça, ça sonne un peu faux, quoi. La façon de filmer sur les envolées, enfin je sais pas, les combats, les trucs. Il y a quelque chose qui c'est assez paradoxal, c'est-à-dire on essaye de rentrer dans l'humain, dans le sentiment, et puis tout d'un coup on est dans quelque chose de très fabriqué, et je trouve que ça se voit un petit peu sur les effets et tout, et c'est dommage parce qu'il y a un petit paradoxe vis-à-vis de ça. Donc on sent que quelque part ils ont voulu quand même donner à manger à tous ceux qui sont très très fans des super-héros, et peut-être qu'ils ont eu peur que ces personnes-là fassent demi-tour et ne veuillent pas aller plus loin si on leur donnait pas le décollage du super-héros façon Superman. Enfin, je sais pas. C'est loin. Enfin, c'est vraiment très plaisant à regarder, mais c'est pas non plus un parangon de beauté. Oui, non, c'est que la réalisation n'est pas. C'est assez curieux d'ailleurs, parce que venant de Daredevil, où il avait quand même une sorte de. Je trouve que sur Daredevil, la réalisation était quand même de meilleure qualité. Il y a quand même plus de travail sur à la fois la chorégraphie, à la fois sur, je sais pas, sur les ambiances, tout ça. Là, c'est. En fait, j'ai du mal à savoir sur ce qu'ils essaient de véhiculer, en fait. Est-ce que c'est peut-être une sorte d'hommage à une sorte d'image d'Épinal de l'Amérique quand ils sont dans leur ferme et tout ça? Mais au final, ça fait très très. En fait, j'ai eu l'impression, qui n'est pas pour moi une très bonne impression, de me retrouver dans un épisode de Smallville, en fait. Et on est vraiment pas très loin, je trouve. Il y a un peu de plus de moyens. Le passage à la ferme, je suis totalement d'accord avec toi, où je voyais clairement l'épisode de Smallville, quand il est avec la charrue dans le champ, c'est la même chose, et qu'il la tire à main nue. Ouais, mais même le passage, tu vois, avec comment ça s'appelle? Le super vilain qui combat à la fin, là, dans cette scène de bagarre. Il y a quelques effets où tu sens que c'est assez appliqué.
Mais il y a 2-3 moments où alors je sais pas si c'est un manque de temps, un manque de budget. Je trouve que les effets ne suivent pas la volonté de l'espèce de truc un peu, on va dire, spectaculaire. Ça ne suit pas trop derrière en fait. Et c'est un peu dommage parce qu'il se passe quand même des choses assez importantes dans ce combat. Et j'ai un peu du mal à, en fait, moi ça me sort un peu quand. Alors je pense que c'est vraiment une histoire de réalisation là. Ça ne suit pas exactement ce qu'il faudrait que ça provoque. Il y a pas de. Est-ce qu'on spoil ce qui se passe exactement dans le combat ou on laisse de côté pour Non, l'instant? le pilote, on peut spoiler quand même. Tu peux y Ah aller, justement, non, parce en qu'en fait, plus, ça va nous permettre de parler justement quelque chose qu'on ne parle pas trop depuis tout à l'heure, mais Legacy, l'héritage, quoi, et qu'on n'a pas beaucoup parlé des enfants, je trouve. Ouais, mais bon, Et moi, vas-y, En fait, tout ça, parle moi, de ce combat parce que c'est important par rapport à ce que devient le fils. En fait, du coup, pour sauver son père, qui est en très mauvaise posture dans ce combat, où plusieurs héros donc de leur équipe ont perdu la vie parce que le super vilain est quand même assez coriace. Le fils, dans un moment un peu désespéré, a décidé, il prend la décision de tuer le super vilain. C'est un peu violent, mais en fait, autant violent, on comprend bien ce qui se passe, tout ça, mais je trouve que ça manque un peu de brutalité. Et vu qu'on est passé par maintenant The Boys, Invincible et tout ça, on sait que la télévision peut proposer ça, et Netflix pourrait proposer quelque chose d'un peu plus violent. Et moi, je veux même pas du gore à tout prix. Je trouve juste que là, c'est vraiment c'est de la mise en scène en fait. Et je trouve que ça manque beaucoup d'impact en fait. Donc, dans le discours, ça vient après, mais dans les faits, je trouve que c'est vraiment pas si c'est faible quoi, c'est assez faible. Donc là, Mathias, oui. Ouais, moi je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que la violence, justement, elle avait l'impression qu'on la mettait de côté et que quand les deux acolytes se font tuer, c'est quand même super violent. Il y en a un qui est coupé en deux et l'autre, je me souviens plus qui est décapité, voilà. Et ah oui, façon jeu vidéo d'ailleurs, c'est pas mal. Et Fatalities. il lui écrase la tête. Et est-ce que c'est nécessaire d'aller plus loin? Je sais pas. En tout cas, moi là-dessus, j'ai été surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il rentre dans ce domaine de violence graphique, tu vois. Et tout ça enfin, ça sert quand même le propos, je trouve, malgré tout. C'est-à-dire que, En fait, ouais. il y a un truc qui va pas pour moi, c'est quand tu dis façon jeu vidéo, ça veut tout dire. Ouais. C'est-à-dire que ça marche pas. Non, mais ça, c'est si parce tu veux que qu'un truc ait de l'impact, c'est parce que si tu veux j'ai que quelque chose soit. En fait, si tu veux choquer le spectateur, faut pas que ça ressemble à un jeu vidéo. Faut que tu le ressentes viscéralement. Et moi, honnêtement, j'ai regardé ça exactement comme un jeu vidéo. Je fais ah ouais, le mec il est mort. Et en fait, c'est là où pour moi ça ne marche pas, tu vois. Ouais, mais Et et en fait, au-delà de ça, c'est tout ce qui est à côté qui me dérange. C'est-à-dire que les séquences de vol sont un peu en dessous. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir chaque scène qui se déroule, j'ai l'impression d'avoir déjà vu quoi. On parle d'un code. Ce code, mais montrer la formation de ce code. Si tu peux pas parler d'un truc sans l'avoir établi avant, et là il te parle d'un code, tu fais ok, mais c'est quoi? Et en fait, je demande pas de tout savoir, d'avoir une encyclopédie du truc, mais il faut quand même poser certaines bases. Et là, ils en font beaucoup sur la Grande Dépression et les flashbacks. Peut-être que c'est une qualité. Honnêtement, moi, ça me raconte rien en plus. Mais je trouve en fait, il manque des choses essentielles pour aller dans leur histoire de. Bah, si tu veux qu'on parle un peu des relations entre les enfants, rien que c'est ce truc-là, il manque de trois choses parce que ce qu'on nous donne à raconter là, c'est vraiment sur des bribes en fait. C'est très simple là, ce qui se passe. Le père trouve que son fils n'est pas à la hauteur et est déçu par sa fille. C'est tout. Ah, ouais, mais Ça manque, excusez-moi, c'est quand même fin quoi. Genre, alors, je suis d'accord avec toi, c'est assez basique, c'est-à-dire que c'est exactement ce que tu as décrit là-dessus. Mais moi, j'y ai vu vraiment la critique une espèce d'autocritique des États-Unis, c'est-à-dire qu'on voit Sheldon qui lui vient d'une autre époque, qui est le début du siècle en gros, et qui a connu l'Amérique où tout était possible avec une certaine valeur, comme on peut imaginer que les États-Unis sont aujourd'hui, et la remise en question qu'il y a aux États-Unis permanente maintenant à propos du racisme, à propos des agressions sexuelles et tout ça, j'ai l'impression de le voir un peu là-dedans en disant, ben, on a Sheldon qui est vraiment les deux pieds enterrés dans ses certitudes, et il n'arrive pas à regarder la société telle qu'elle est devenue via ses enfants. Donc sa fille, elle est carrément en rupture, elle a décidé de définitivement le renvoyer, quoi, même si on sent qu'elle aimerait bien avoir l'approbation de son père. Et le fils, il est constamment effectivement
dans les yeux de son père une déception, quoi. Et ça marche plutôt bien, je trouve. Enfin, moi, ça m'a pas choqué. Moi, Et je le suis- code, je- juste pour finir, je pense que le code, du coup, si ça n'apparaît pas autant dans le pilote, c'est peut-être parce que le propos est plus autour de cette façon d'interagir au sein de la famille, et que le code, c'est un élément qui vient après et qui viendra peut-être, en tout cas je l'espère, dans Non, mais certainement, mais les autres vu que épisodes. tout le comportement de ce père-là se réfère à ce code-là, le Oui, faire mais jouer en fonction de ça. c'est un code qui est inhérent aux super-héros de base. Je veux dire, c'est un code que tu peux deviner. Oui, Je veux mais dire, c'est pas c'est de la mauvaise choquant. narration, c'est tout. C'est juste que c'est mal raconté, c'est tout. Il n'y a pas de. C'est assez mal raconté. Et surtout, ça ne raconte rien de bien original. Quand le mec est sur son toit en train de boire des bières, rejoint par son oncle et tout ça, à la scène, tu fais non, mais s'il vous plaît, quoi. En fait, je trouve que c'est un peu de. Je trouve ça un peu dommage, parce que Mark Millar, c'est quand même un mec qui a apporté beaucoup de choses aux comics et qui sait écrire des histoires. Et là, je trouve que en fait, il redescend vraiment un truc. Je trouve souvent c'est les basiques en fait. Donc peut-être pour quelqu'un qui, Mathias, toi tu n'as pas, t'es pas un lecteur averti de comics, Non, mais donc peut-être que tu trouves ça intéressant, mais je trouve vraiment que la série, elle a 10 ans de retard. alors Moi, je non, pense Vraiment, qu'ils c'est. veulent aussi juste, faire, c'est que. excuse-moi Pardon, Jérémy, excuse-moi, mais vas-y, Mathias. en fait, je trouve ça intéressant. Dans le contexte, si tu veux, je trouve qu'il y a des choses, tout n'est pas à jeter, loin de là, et que effectivement, c'est très surligné, c'est-à-dire que systématiquement, il pointe du doigt là où on doit regarder, ce qu'on doit comprendre, il s'assure à chaque fois qu'on a bien compris ce qu'on doit comprendre et tout ça. C'est sûr que c'est pas une série qui va nous rendre plus intelligents et qui va faire appel à notre sensibilité, qui va nous pousser à réfléchir sur nous-mêmes, c'est sûr. Après, moi, en tant que critique des États-Unis, j'aime bien le fait qu'on puisse imaginer que les États-Unis sont capables de faire une autocritique, surtout dans le contexte actuel des États-Unis, Ouais, quoi. mais bon, il y a quand même eu Watchmen il y a 2 ans, si tu veux, et bon, c'est quand même autre chose, Bah quoi. oui, c'est vrai. Watchmen, si tu veux, il y avait toutes les réflexions qu'on peut, à part la réflexion sur la paternité, la réflexion sur ce que c'est qu'être un super-héros, la réflexion même sur l'héritage, ça y est aussi dans Watchmen. Et c'est tellement mieux raconté, c'est tellement plus intelligent, que moi tu me mets ça devant, mais je suis obligé de trouver ça déceptif, Non, mais quoi. Je peux pas. je suis d'accord, mais il faut imaginer que je suis entièrement convaincu qu'il y a plein d'abonnés Netflix qui, devant Watchmen, vont lâcher direct en se disant, ben, je comprends Oui, rien, non, et mais ça me après, saoule, tu c'est vois. mes standards à moi. Moi, je trouve que là, j'ai l'impression comme ça un truc de la CW, quoi. Et moi, c'est pas du tout mon truc, quoi. Donc là, honnêtement, je ne vois. Et je trouve ça assez dommage, je ne vois pas les qualités d'écriture que je m'attendais de voir de la part de quelqu'un comme Mark Millar, qui a fait quand même des putains de comics, hein, quoi. Il fait vraiment des trucs formidables, Millar. Et là, je trouve ça un peu simpliste. Et en fait, et malheureusement, je trouve que. Alors, malheureusement pour Netflix, encore une fois, je trouve que c'est nivelé à une sorte de standard Netflix. Et ça me déçoit encore une fois, quoi. Genre, ils ont de l'argent, mettez de l'argent, quoi. Vous savez, on sait très bien que c'est un peu un truc sans merci entre toutes les chaînes quoi. Tous les trucs de vidéo à la demande, et là, ça peut marcher, mais je trouve qu'il y a peut-être pas le. Encore une fois, c'est peut-être des soucis de production, c'est peut-être un peu trop Non. rapide, c'est peut-être broyé dans une masse. Là où je te rejoins, Pierre, c'est que c'est vrai, du coup, je pense que cette saison-là n'adapte par rapport aux comics. En fait, ils ont voulu beaucoup plus développer un espèce de background pour le personnage du fils. Et clairement, comment il s'éloigne de son père, en fait. Je pense que c'est vraiment ce qu'ils veulent montrer aussi dans cette saison 1, ce qui n'est pas vraiment dans le comics. Il est au final dans le comics, le personnage de Brandon est aussi éloigné de ses parents que le personnage de Chloé au début. Et là, on a pour le coup, on a quand même encore un Brandon qui veut absolument plaire à son père, qui veut devenir le nouveau Utopian, parce que c'est ça en fait le but, c'est de devenir, il est censé être la relève, mais il ne sera jamais à la hauteur. Mais en même temps, Utopian n'est pas un bon père au départ, c'est un très bon super-héros, mais la scène d'introduction montre exactement ça. C'est une drôle, icône, hein. mais c'est un très mauvais père. C'est drôle parce que c'est quand même la dynamique de famille qu'il y a dans The Mosquito Coast. C'est vrai. C'est assez, ouais. Sauf Mais du que coup, le père, enfin, c'est un peu plus fin quand même. Bah du coup, on l'a demandé justement. On a eu donc les 3 acteurs des enfants. Donc oui, j'ai spoilé parce que de toute façon, vous l'apprenez dès l'épisode 2 ou 3, je crois. Donc Ian Quillan qui joue le personnage de Hutch est le fils de George Hutchence, donc le meilleur ami de Utopian, donc de Sheldon. Et donc voilà, on leur a demandé à tous les 3 s'ils n'avaient pas trop la pression justement d'être
d'être le legacy, parce que dans Jupiter's Legacy, il y a legacy qui veut dire héritage. Mais en fait, cet héritage, c'est eux trois. Et du coup, ils n'ont pas trop la pression, en fait, avec ça. to put it simply, kind of in every aspect of the show, I suppose. You know, it's Netflix's big superhero vehicle. Our characters are, you know, the sons and daughters of the most powerful beings in that universe. So, you know, a pressure is an apt word for sure. I don't think you could kind of describe it as anything else, really. But yeah, I certainly feel the pressure. How about you guys? Yeah, I think what's great about the show is the ways in which you see the ways that the characters react to the pressure, which is interesting. It's relatable. It's in that sense, like you see how certain characters try to keep up with it and what that produces, and then those that just completely rebel against it and what they get up to. So it hits all these different kind of notes of each character's, you know, different paths. So, but there's a lot of pressure. It is palpable pressure, Jeremy. I'm showing that there are that there's more than that they're leaving behind more than one legacy. I'm showing that I think that's my character is showing, and that's what he is building up. That's what he's trying to get to. You know, they seem like this shining family that doesn't do anything wrong and is spotless and is beyond reproach, and I'm just showing actually some of the damage they have left in their wake. In terms of Brandon's case, I think, you know, the exploration throughout the series is that, you know, at the beginning, it's very much, this is how you should live your life. You know, he's lived his life this entire way. He's a bit of a sheep in that regard. And then what he shows to the audience is that when it comes to the end of the series, it's like, oh, maybe there is more to life than this legacy and, you know, this code that they're living by. Donc voilà, ils n'ont pas trop la pression, apparemment, un petit peu, mais pas trop. Mais en même temps, c'est sûr que c'est trois personnages qui prennent de plus en plus d'importance au fur et à mesure de la saison, et encore plus pour les saisons à venir, parce que je pense que c'est une série qui va très bien marcher, à mon avis, quand même sur Netflix, et qui devrait être amenée à faire pas mal de saisons supplémentaires. Vu ce que ça adapte par rapport aux comics, honnêtement, il y a la matière pour faire déjà 4-5 saisons faciles. Hein. Attends, à ce point-là, tu penses que ils peuvent aller aussi loin ? Ah bah clairement, ça adapte. Pour moi, ça adapte même pas la moitié du premier arc. Ok, d'accord. Non mais en fait, vraiment après la proposition, peut-être que ça va peut-être s'envoler un peu dans les saisons d'après si elles ont lieu. Mais je trouve que ouais, peut-être que c'est peut-être un peu tard pour Jupiter Legacy. C'est même, tu vois, la dynamique avec l'héritage, tout ça, c'est un peu traité de manière abondante dans Umbrella Academy aussi. Donc en fait, c'est vraiment, je trouve que je trouve qu'elle souffre un peu de la comparaison avec beaucoup d'autres séries. Après, je sais pas si j'irai au bout de la saison 1, peut-être si j'ai plus grand chose à regarder, parce que bon, c'est pas, en fait, voilà, moi ça ne m'apporte rien de très neuf sur les super-héros. Voilà, peut-être que la saison décolle un peu. Toi qui as tout vu, est-ce que ça vaut le coup de continuer, ou c'est un peu toujours du même acabit sur alors moi, 8 épisodes, je crois. Il y a 8 épisodes exactement. Moi, toute la partie flashback en fait dure pendant toute la saison en fait. Donc il y a un petit côté Lost en fait où presque des moitiés d'épisodes se passent dans le passé et d'autres de nos jours. Donc ça, du coup, c'est quelque chose qui m'a tenu. Après, forcément, je comparais beaucoup avec le comics et je m'attendais en fait à ce que le comics on pourrait le découper en deux arcs principaux, et je m'attendais à ce que cette saison 1 se termine sur le premier arc, et en fait pas du tout. C'est comme je le disais là juste avant, c'est voilà à peine la moitié du premier arc, mais encore vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées, notamment le développement du personnage de Brandon. Je pense que la deuxième saison devrait traiter le premier arc du comics dans son intégralité. Donc effectivement, il y a la matière pour que ça décolle très bien sur une saison 2. Après voilà, moi je l'analyse vraiment en comparo avec le comics, donc j'aurais au final peut-être apprécié différemment si je l'avais vu sans l'avoir lu avant. Donc voilà. Moi personnellement, j'ai passé plutôt un bon moment. Après 8 épisodes, je trouve que c'est une bonne durée pour le coup. C'est pas trop long non plus. Les épisodes, pareil, on est sur une moyenne. T'as même un épisode qui fait que 30 minutes, je crois. Les derniers sont un peu plus longs, 50-55 minutes de mémoire. Donc voilà, non, moi j'ai plutôt passé un bon moment. C'est toujours agréable d'avoir aussi des productions super-héroïques qui sortent de
d'autres choses que Marvel ou DC pour le coup. C'est bien aussi pour le genre de faire découvrir aussi autre chose au grand public. Et voilà, après en plus Mark Millar, moi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en tant que scénariste, donc je suis content de voir qu'il continue à proposer d'autres choses. Et peut-être la série n'est pas à la hauteur de la folie du comics, mais je lui donnerai quand même sa chance sur une saison 2 en tout cas, pour voir jusqu'où ça peut nous emmener. Et toi, Mathias? Écoute, comme l'a quand même souligné Pierre, là, il y a des propositions sur ces thématiques-là qui sont un peu plus poussées et fines et qui iront beaucoup plus vers mon goût personnel. Là, je parle vraiment pour moi. Après, je pense que il y a des choses sur Netflix qui sont bien pires que ça et que c'est plutôt un bon divertissement avec une proposition scénaristique qui est plutôt intelligente et qui, pour moi, en fait, à partir du moment où ça te pousse un peu à réfléchir sur la société, sur la façon dont on se comporte en société, ce que représente l'État ou des choses comme ça, je pense que c'est un peu gagné si ça peut tirer un peu les gens vers le haut, tu vois. Et du coup, en ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose, quoi. Et voilà. Ok. Pierre, c'est le mot de la fin pour Ouais, Pierre, ouais. non? Pierre, il avait Non, mais en déjà fait, dit moi, le j'ai mot de la fin. pas grand chose Il à avait déjà rajouter. dit. Mais, en fait, moi, c'est vraiment, c'est peut-être que s'il y a une saison 2 qui arrive, peut-être j'y jetterai un œil pour voir si ils sortent un peu de ce côté, en fait, série de super-héros un peu générique. Parce que je trouve que c'est vraiment ce qui fait défaut, c'est que je trouve que ça manque un peu d'âme, en fait, il manque une approche. Autant je suis prêt à pardonner 2-3 trucs, mais là, je vois qu'il y a beaucoup trop de choses qui me paraissent un peu déjà vues et c'est ça qui me sort un peu du truc. Et je pense que je sais pas, ouais. J'ai un peu du mal, honnêtement. Peut-être que j'en ai trop vu maintenant de tous les super-héros et que je m'attends à des propositions qui sont soit écrites différemment, soit qui a une approche de réalisation un peu différente. Et là, ça correspond à des choses que j'ai un peu déjà vues et que j'ai déjà vu en mieux, donc c'est vraiment ce qui me dérange, quoi. C'est pas grave, hein, il en faut pour tout le monde. En tout cas, j'espère qu'ils trouveront leur succès. Mais c'est vrai que la proposition en ce moment, elle est un peu copieuse et avec toutes les séries Il y a de du Marvel choix, qui ouais. vont débouler, ouais. Marvel, ils vont un peu tout casser. Et, honnêtement, la proposition de Marvel, même si je ne suis pas fan de leur série du tout, je trouve quand même que on est un peu sur ce qu'ils faisaient il y a 10 ans, comme j'ai déjà dit, donc je vais finir par me répéter. Donc Non, mais voilà, t'as pas tort en soi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions. Moi, j'avais beaucoup apprécié Umbrella Academy, pour le coup, que je n'avais pas lu. Donc là, ça m'a permis de rentrer plus facilement dedans. Et bon, après, on est quand même sur quelque chose même si on reste sur une adaptation de comic book, on n'est pas dans les codes du super-héros. Pour le coup, on en est quand même assez loin. Et c'est vrai que la proposition était différente. En tout cas, voilà, bah écoutez, on a quand même pas mal discuté, hein. On a quand même eu une belle proposition de série super-héroïque. Donc voilà, encore une fois, on tient à remercier Netflix et Game One pour les interviews, en tout cas du casting. Et surtout, on tient à remercier les acteurs qui se sont prêtés au jeu de ces interviews. Donc Josh Duhamel, Ben Daniels, Selena Kampouris, Ian Quillan et Andrew Horton. Donc voilà, merci à eux. Voilà, on espère que ça vous a plu aussi, ce petit format. On est content de pouvoir un peu sortir de ce qu'on fait d'habitude, proposer des petites interviews comme ça. Nous, ça nous a éclaté en tout cas. Ça nous amène aussi à réfléchir différemment sur ces podcasts. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire également. Voilà, donc on le rappelle, sur notre réseau social favori qui est Twitter. Et sinon, vous pouvez nous laisser un petit commentaire sur toutes les plateformes de podcasts sur lesquelles vous pouvez nous retrouver: SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. On est même sur YouTube. On est partout. Pierre, Mathias, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Mais avec plaisir, Jérémy. Et moi, j'aurais aimé rajouter, je pense que en vieillissant, Utopian va se transformer en Père Fouras. C'est une petite idée que j'ai comme ça. Un Père Fouras bien beau gosse quand même. Hein. Et un peu costaud, ouais. Ouais. Mais merci à tout le monde. La prochaine fois. J'ai rien d'ajouter. Moi, je suis plus dans l'humour là. Je suis passé 40 minutes. En attendant, chers auditeurs, voilà, si vous voulez voir Pierre enfiler ses collants avec sa cape et s'envoler vers les étoiles à la découverte de meilleures séries super-héroïques pour trouver grâce à ses yeux, revenez dans le prochain épisode nous écouter. On parlera peut-être pas de super-héros, mais en tout cas, sachez que moi, je suis entouré de héros. À très bientôt. À bientôt, salut.